Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de la succession numérique. C'est un sujet qui prend de plus en plus de place, mais les règles sont pas toujours très claires, on va dire. Tout à fait. On va essayer de voir un peu comment le droit français gère l'héritage de toutes nos traces en ligne. Et le truc un peu bizarre au départ, c'est pourquoi nos données perso, nos comptes, nos photos et puis nos actifs numériques type crypto, Oui, ben, pourquoi ils sont traités si différemment après un décès alors que techniquement c'est un peu la même chose des zéros et des 1. exactement. On se base sur des analyses juridiques assez récentes, avec des points de repère comme le RGPD, la loi pour une république numérique. Voilà. Et notre objectif, c'est vraiment de comprendre cette séparation juridique. Pourquoi cette espèce de dualité de traitement pour des choses qui, au fond, sont techniquement très proches. C'est ça qu'on explore. Parfait. Alors commençons peut-être par les données personnelles. Le principe de base, il est assez radical, on peut dire. Les droits sur ces données, eh bien, ils s'éteignent avec la personne. Ah oui. Hmm, carrément. Oui, il n'y a pas de transmission aux héritiers comme pour une voiture ou un meuble. Mais la loi République numérique de 2016 a quand même mis en place un régime un peu spécial qu'on appelle parasuccessoral. Parasuccessoral. C'est-à-dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire que les héritiers, ils peuvent temporairement exercer certains droits. Mais attention, hein, c'est dans un cadre très très précis et limité. Limité comment? En gros, pour organiser la succession, par exemple identifier s'il y a des biens numériques de valeur, récupérer des souvenirs, genre photos, messages importants, ou simplement faire fermer les comptes du défunt, c'est tout. D'accord. Mais attendez, une question pratique. Qui est considéré comme héritier dans ce cas? Et est-ce que si on fait ça, on accepte automatiquement toute la succession, y compris les dettes? Ah, très bonne question, non, justement. Pour le terme héritier, c'est assez large ici. Une preuve simple de lien familial, comme un livret de famille ou un acte de notoriété, ça peut suffire. Et surtout, non, exercer ses droits spécifiques sur les données, ça n'entraîne pas du tout l'acceptation de la succession globale. Les deux sont bien distincts. Ah d'accord, c'est important ça. Oui, et puis il faut savoir que le défunt a pu aussi, de son vivant, prévoir des choses via des directives anticipées. Ça peut être général pour toutes ces données ou spécifique service par service. Il peut organiser ça lui-même? Exactement. Il peut même désigner une personne de confiance pour exécuter ces directives après son décès. C'est une sorte d'exécuteur testamentaire, mais pour le numérique, avec ses propres règles. Un peu sui generis, comme on dit. D'accord. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un hic, là non, hein? Surtout pour les directives générales. Oui, tout à fait. C'est le gros point noir pratique. La loi prévoit que ces directives générales doivent être enregistrées auprès d'un tiers de confiance numérique certifié par la CNIL. Le souci? C'est qu'il n'y en a pas. Ben voilà. Les décrets d'application pour créer et réguler ces tiers de confiance, on les attend toujours depuis 2016. Donc en pratique, cette option des directives générales reste très théorique. Une bonne idée, mais qui ne fonctionne pas vraiment aujourd'hui. D'accord. Donc si on résume pour les données perso, un régime spécial, limité, en dehors de la succession classique. Sans doute parce qu'on a du mal à définir si ce sont vraiment des biens ou plutôt une extension de la personne, c'est ça. C'est exactement ça. Cette incertitude sur la nature juridique des données personnelles explique ce traitement un peu à part. Bon, très clair pour les données, mais alors, passons aux actifs numériques qui ont une valeur économique, comme les crypto-monnaies, Bitcoin, Ether, tout ça. Là, j'imagine que c'est une autre histoire. Ah oui, là c'est radicalement différent. Bizarrement, même s'il n'y a pas de règles spécifiques dans le Code civil pour leur transmission par héritage, eh bien les cryptoactifs, ils tombent dans le droit commun des successions. Ah bon? Malgré toutes les lois récentes comme Pacte ou MiCA? Justement, Pacte, MiCA, ça réglemente le marché, les missions, les plateformes, mais pas du tout la transmission civile, l'héritage. Donc on applique les règles classiques du Code civil. Et j'imagine que ça pose quelques défis? Quelques énormes défis. D'abord, la confidentialité et le transfert. C'est très facile de donner des bitcoins discrètement, un peu comme on donnerait de l'argent liquide de la main à la main. Le fameux donne manuel numérique. Voilà. Du coup, le risque de dissimulation, que ce soit vis-à-vis des autres héritiers ou du fisc, il est bien réel. Souvent, ça ne devient visible que si les cryptos sont convertis en euros et arrivent sur un compte bancaire classique. Là, la banque, le fisc peuvent le voir. Le rôle du notaire est donc crucial pour essayer d'assurer la transparence et de sécuriser les choses. D'accord. Et à part la dissimulation, Ensuite, il y a leur qualification juridique. C'est un vrai casse-tête. En général,
On ne les considère pas comme de la monnaie, sauf peut-être certaines exceptions très spécifiques sous MiCA, ni comme des instruments financiers au sens classique. Et pourquoi c'est important, cette qualification? Parce que ça a des conséquences directes, notamment fiscales, mais aussi sur les règles de partage entre héritiers. Ce n'est pas neutre du tout. Et techniquement, ça doit être un cauchemar, non? Le défunt ne peut plus valider de transaction après son décès. Exactement. C'est le nerf de la guerre. Il faut impérativement que les héritiers puissent accéder aux clés privées qui contrôlent ces cryptos. Mais comment? C'est toute la question. Oui, comment? Et les solutions de stockage sécurisées spécifiquement pensées pour la transmission, c'est encore assez rare ou peu utilisé. Confier ses clés à un tiers de son vivant, c'est possible, mais ça peut être contraignant, et il faut avoir une confiance absolue. Et les mettre dans un testament classique? Sur un testament holographe, non notarié, c'est risqué. Risque de perte du document, de vol ou pire, de divulgation des clés avant ou après le décès. Imaginez que la clé privée se retrouve dans la nature, c'est la perte assurée des fonds. Catastrophe. Est-ce qu'il y a une forme de testament qui serait plus adaptée? On pense parfois au testament mystique. C'est une forme particulière. Il est cacheté, déposé chez le notaire, mais son contenu reste secret, même pour le notaire. On pourrait imaginer y coller une copie des clés privées, un QR code menant aux clés. Intéressant. Oui, sur le papier, ça semble assez bien collé à ce besoin de confidentialité et de sécurité. Après, est-ce que c'est réellement utilisé en pratique pour des cryptoactifs? Difficile à dire. Et si on n'a pas de testament du tout? Succession ab intestat, comme on dit. Comment on fait pour retrouver ces cryptos si on ne sait même pas qu'elles existent? Alors, si les cryptos sont détenus via un intermédiaire, une plateforme d'échange par exemple, les héritiers ont des pistes. Ils peuvent utiliser leur droit d'accès aux données personnelles auprès de la plateforme, éplucher les relevés bancaires du défunt pour voir s'il y a des virements vers ou depuis ces plateformes, et vérifier les déclarations fiscales. Ah oui, c'est vrai qu'il faut déclarer les comptes crypto à l'étranger. Exactement, c'est obligatoire en France, donc ça peut laisser des traces. Mais si le défunt détenait ses cryptos lui-même, en self-custody, avec ses propres clés privées sur un portefeuille matériel ou logiciel, Là, c'est plus compliqué. ben là, les héritiers doivent trouver ces clés. C'est un peu comme chercher des lingots d'or cachés dans les murs de la maison. Sans les clés, les actifs sont perdus à jamais. Les outils classiques du notaire pour investiguer le patrimoine restent bien sûr pertinents. Mais trouver une clé privée, c'est pas comme trouver un compte bancaire. On voit bien le grand écart finalement. D'un côté, un régime créé sur mesure, presque hors sol et très limité pour les données personnelles qui, en gros, meurent avec nous. Et de l'autre, pour les cryptoactifs, on applique le bon vieux droit des successions, tant bien que mal, avec une pile de défis techniques, juridiques, pratiques. C'est tout à fait ça. Et au-delà des aspects techniques, cette situation, cette dualité juridique face aux actifs numériques, ça soulève une question de fond, je trouve. Laquelle? Est-ce que notre conception traditionnelle de la propriété et de la transmission, pensée pour des biens matériels, tangibles, est encore vraiment adaptée à l'immatérialité croissante de nos patrimoines? Ou est-ce que le droit est condamné à inventer, à bricoler sans cesse des solutions parallèles, des régimes spécifiques pour chaque nouvelle forme d'actif numérique qui apparaît? Bonne question. Voilà, c'est une réflexion qui, je pense, va nous occuper encore pas mal de temps dans les années à venir.